Bonjour, bienvenue à un nouveau volet de l'Aéro Masterclass sur le sujet des transports aériens aux États-Unis des années 20 aux années 40. Euh, je vais un petit peu, disons, parler de la façon dont le transport aérien commerciaux se développe aux États-Unis. Évidemment, on ne peut pas tout faire. On va faire certains éléments principaux. Et comme vous le voyez sur le plan, à un certain degré, il y a des parallèles évidemment avec les développements, notamment en Europe. Mais aussi, il y a des différences sensibles, ne serait-ce que de par la géographie américaine. Alors, par exemple, bon, il y a évidemment la question d'accepter l'avion, ensuite les débuts de la poste, ça c'était un petit peu comme en Europe. La crise et consolidation des années 30 en fait, aussi a des parallèles en Europe, mais en même temps, on voit aussi des différences remarquables, notamment dans les révolutions techniques et évidemment l'impact de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qui permet aussi, entre autres, de préciser un peu le fond de ce que deviendront les grandes compagnies aériennes américaines, mais aussi d'expliquer à un certain degré pourquoi les États-Unis dominent dans le transport aérien après la Seconde Guerre mondiale, non seulement sur le plan commercial, mais aussi sur le plan technique. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. Heu, 1 chose à discuter évidemment, à quoi sert l'avion? Pourquoi est-ce qu'on n'y aurait pas, par exemple, des transports aériens à partir déjà de 1905-1908 quand les frères Wright, prouvent, la formule que la formule d'avion qu'ils ont, fonctionne bien. Hem En fait, il faut bien se dire qu'aux États-Unis comme en Europe, on pense que l'avion, bah, c'est joli, c'est amusant, c'est un peu un jouet, on va avoir ça aux flottes aériennes, mais, à part ça, il y a pas grand-chose à en dire. Il y a bien des idées de faire, par exemple, d'offrir des vols, aux spectateurs et c'est ce qui permet notamment aux pilotes de s'en sortir. Vous avez des pilotes européens d'ailleurs qui se rendent aux États-Unis. Mais il faut bien se dire que quand la Première Guerre mondiale arrive, les États-Unis, en fait, sont un petit peu en retard. C'est un peu le paradoxe, quand si l'on considère, l'effort et le succès des frères Wright, mais en fait, les aviateurs américains qui viennent à partir de, 17-18 s'entraîner en Europe et participer à la Première Guerre mondiale, sont en fait formés sur des avions européens, anglais et français en particulier. Et c'est là qu'il y a en fait un certain effort, à faire. Après la 1 guerre mondiale, il y a évidemment tout de suite les débuts d'une poste aérienne, et de nouveau vous avez un parallèle là par rapport à l'Europe, notamment sur le plan du transport du courrier. Alors dès le 3 mars 1919, vous avez notamment, bah, une des premières tentatives de transporter le courrier. Ce n'est pas la première, les toutes premières arrivent déjà en 1918 et évidemment il y a des discussions un petit peu plus tôt. Simplement l'image est intéressante parce que la personne qui, transporte le courrier n'est autre que, William, plutôt connu sous le nom de Bill Boeing, le fondateur de la compagnie que l'on connaît aujourd'hui. Hem et ce genre de contrat, comment fonctionne-t-il? Alors à l'époque, ce ne sont pas encore des contrats, fédéraux vraiment, c'est vraiment un petit peu à la petite semaine, une compagnie dit: «Bon, bah, on peut vous amener, le courrier d'un certain point à un autre», notamment si par exemple c'est un point éloigné, par la mer. Alors, il y a un certain succès notamment en Floride, il y a certaines, liaisons qui se font pendant l'été. Faut bien se souvenir évidemment, on ne vole que pendant l'été à l'époque. Ensuite, on rajoute peut-être 1 ou 2 îles, notamment, dans l'État de Washington, le Puget Sound, beaucoup de petites îles. Alors, l'idée de pouvoir, faire venir le courrier un peu plus rapidement, c'est quelque chose qui est tout à fait attrayant. Donc on se dit: «Bon, il doit bien y avoir un usage pour l'avion, et on va utiliser ça». Que font en revanche tous ces pilotes de la Première Guerre mondiale qui rentrent chez eux? Pas grand-chose en fait, il faut bien le dire. Notamment, le petit problème qu'ils ont, c'est qu'il n'y a pas, à vrai dire, de débouchés. Il n'y a pas encore vraiment des compagnies aériennes. Il y a 1 ou 2 compagnies aériennes, notamment en Floride, Chalk Airways, vers 1919, un peu contemporaine de la KLM, aussi fondée en 1919 en Europe. Mais sinon, c'est pas vraiment très il y a pas vraiment beaucoup de succès. En fait, il y a vraiment un peu le fameux barnstorming, un peu le cirque aérien qui se forme avec, des anciens, Curtiss Johnny, ou des de Havilland 4.
Les gens, achètent ça au surplus de l'armée américaine, et ensuite on fait toutes sortes d'acrobaties un peu bizarres. Jouer au tennis sur une aile pendant que l'avion est en vol, évidemment, on est attaché à l'aile. Une femme qui se balance dessous l'avion, pendant que l'avion fait des acrobaties. C'est ça fait gagner des sous, mais bon, ça ne permet pas vraiment d'établir les avantages de l'aviation. Donc on a en fait un pays qui est propice à l'aviation. Il faut bien se dire que les distances, on nous les oublie souvent quand on y pense. Le Texas est à peu près 3 fois la taille de la France, plus ou moins. La Pennsylvanie, d'où je vous parle, ça c'est 2 fois la taille de la Suisse au moins. Donc ça il y a vraiment en fait, matière à explorer, matière à voler. Mais ce n'est pas encore tout à fait le cas. Bientôt cependant, à partir de 1920, le gouvernement fédéral confirme qu'il y a un intérêt, certain à mettre en place, des lignes aériennes. Si vous regardez sur la carte là que je vous ai mise à gauche, alors évidemment vous avez les grandes agglomérations, américaines, ce que les géographes ont appelé un temps la mégalopolis. Vous commencez vers Boston, vous descendez sur New York, Philadelphie, Washington, voire un petit peu plus loin. Donc vous avez cette espèce d'énorme conglomérat là qui est vraiment très bien desservi par le train d'ailleurs. Heu, Puis ensuite vous avez bon, quelques villes en intérieur, notamment il faut signaler Chicago et puis bon d'autres villes style Minneapolis, Saint-Paul dans le Minnesota, et puis ensuite ça se poursuit et brusquement vous avez un autre, grand établissement de commerce, en fait, Los Angeles, San Francisco et puis évidemment Seattle un peu plus haut. Le gros problème, c'est peut-on avoir une liaison entre cette fameuse côte ouest, souvent limitée dans l'esprit populaire à, la Californie et évidemment, cette côte est, notamment New York, le grand centre des affaires. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a brusquement un intérêt qui se forme pour l'idée de transporter du courrier rapidement. Un train partant de New York allant jusqu'à, disons San Francisco, ça met en moyenne de 3 à 5 jours. 3 jours, c'est optimiste, hein, faut bien se dire qu'il y a aussi des passages là cette carte ne vous montre pas en fait évidemment le relief particulièrement difficile des Rocheuses. Alors le gouvernement américain commence à mettre en place un système de contrat, qui est confirmé à partir de 1920 et qui est renouvelé régulièrement, dans les années 20. Alors, qui va prendre ces contrats à son avantage? Alors, vous avez la formation de quelques compagnies aériennes, mais vous avez aussi vraiment de nouveau des tout petits services qui s'en occupent. Vous avez même certains constructeurs qui décident de se lancer aussi dans le transport aérien. Alors, je vous avais montré une photo de Boeing tout à l'heure. Eh ben, la compagnie Boeing, en tant que telle, forme son propre groupe de transport aérien, afin de transporter le courrier. Pourquoi faire ça? Parce qu'en fait, ça rapporte beaucoup. C'est vraiment quelque chose, c'est pratiquement un subside, qui permet en fait aux compagnies aériennes de tenir le coup. Et c'est pas quelque chose auquel on pense vraiment. On associe ça plutôt notamment avec, les compagnies européennes. La Lufthansa par exemple, jusqu'à sa formation en 1925, c'est une série de petites compagnies qui effectivement profitent des contrats du gouvernement allemand et qui en abusent aussi. Un petit peu la même chose avec, la série de compagnies aériennes, qui, amène la formation d'Air France en 1933. C'est un peu plus compliqué que ça, mais un des scandales était les scandales postaux, les subsides qui étaient donnés. Donc il y a beaucoup de considérations à mettre à utiliser quand on évalue ces contrats du courrier. Hem, alors que font ces compagnies? Alors au début, ça marche relativement bien, c'est-à-dire que les gens sont très contents d'avoir du courrier, mais évidemment, on voit tout de suite qu'il y a des difficultés, notamment des difficultés de navigation absolument immenses. Alors ça, c'est juste un petit exemple, une carte de navigation entre la ville de Saint-Louis, dans le Missouri, la très grande ville et la ville énorme, du Midwest, Chicago. Ça, c'est une carte que, par exemple, un certain Charles Lindbergh, qui est plus connu pour avoir traversé l'Atlantique, aurait utilisée. Parce qu'il était, avant de devenir connu pour son exploit, il était pilote de courrier. Il amenait le courrier un peu à droite, à gauche. Alors, c'est ce genre de cartes avec lesquelles les pilotes devaient se débrouiller. Et évidemment, c'est pas toujours très facile de savoir exactement où on est. Vous êtes dans la rue avec votre voiture, vous avez toujours évidemment certains panneaux qui vous aident ou des bornes kilométriques.
Ce n'est évidemment pas le cas ici. Alors, dans certains cas, on peut suivre la ligne du train, ce que faisaient beaucoup de pilotes européens d'ailleurs. C'est simplement l'idée de dépasser le train, mais d'aller, de suivre la ligne, ça permettait d'éviter de se perdre. Ou bien sinon de prendre des notes et c'est ainsi que beaucoup de pilotes commencent à, par exemple, remplir des petits carnets en se disant: «Bon, à cette montagne-là, je tourne à gauche». Si par exemple, sur ce relief, il y a, certains nuages, ah, il faut les éviter parce que ça veut dire que quand j'y arrive, je vais me retrouver dans une purée de pois ou dans la pluie et cetera et toutes ces notes, en fait, ils commencent à se les échanger. Je signale pour l'anecdote qu'il y a un certain pilote qui s'occupait du courrier, était un monsieur Jepsen. Pour ceux d'entre vous qui étudiaient pour, passer dans l'aviation de façon professionnelle, vous savez que Jepsen est en fait maintenant une compagnie qui fournit notamment beaucoup de ses cartes, enfin maintenant en digital, pour les pilotes, pour les navigateurs aériens. Et ben monsieur Jepsen, c'était un des premiers qui commençait à garder ses petites notes, qui, en fait, simplifiait certaines cartes, en rajoutait sur d'autres et c'était fascinant pour d'autres pilotes avec qui soit il partageait, soit il leur vendait carrément, les informations. Ça leur permettait de ne pas finir, par exemple, dans une montagne. Donc ces difficultés de navigation, en fait, compliquent un peu la donne pour les Américains. Comment est-ce qu'on va faire un système qui marche régulièrement? Faut ajouter à ça, les scandales du courrier où en fait, évidemment, le gouvernement paie beaucoup de subsides et parfois c'est des subsides de base où il suffit, par exemple, littéralement de faire la ligne, qu'on ait du courrier ou pas et c'est là que le grand scandale va éclater à partir des années 30, jusque vers 1934. Ce grand scandale du courrier, est tel que, à un moment, quand à l'arrivée du président Roosevelt au pouvoir en 33, heu il est élu novembre 32. Il prête serment en janvier 33. Et ben, le Roosevelt pense: «Mais il faut annuler ces contrats. Ces contrats nous coûtent une fortune, nous sommes en pleine dépression». Alors bon, un courrier entre Saint-Louis et New York évidemment, ça va partir ou entre Saint-Louis et Chicago, mais un courrier entre, Saint-Louis et par exemple une toute petite, bourgade, je sais pas, Abilene dans le Kansas, bah, en fait, on n'a pas besoin d'en faire tous les jours, c'est pas possible. Donc il faut annuler tout ça. Alors les courriers sont suspendus très brièvement et les pilotes civils qui s'occupaient de ce courrier sont remplacés par, des pilotes militaires. On se dit: «Bah, l'armée, elle peut très bien le faire et puis voilà et on résoudra ça plus tard». En fait, c'est une catastrophe totale. Les pilotes, militaires sont de bons pilotes, mais ils ne sont pas formés au genre de travaux que doivent faire les pilotes civils qui transportent le courrier. Et ce problème va devoir être résolu très rapidement. Donc au bout de plusieurs semaines, en fait, les contrats sont remis en place, mais avec une insistance que ce soit des compagnies privées qui assument cela et que ce soit des compagnies qui font effectivement du transport aérien. Donc, pardon, je saute là. Il y a une transformation du courrier aérien aéronautique, qui va se faire. Par exemple, la compagnie Boeing, qui avait sa propre compagnie aérienne, doit en fait se séparer de, ses avions, ses avoirs sur le plan de transport aérien et en fait, ça va contribuer à la formation, de la compagnie United. Boeing, en fait, ne pourra plus faire du transport aérien de courrier, ils devront se limiter à construire, des avions. Cette transformation fait qu'il y a un peu plus un côté un peu plus rationnel dans la donne des contrats et ça, c'est quelque chose de très important. Ça donne en fait, un élan beaucoup plus capitaliste, si vous voulez. Et si on essaie de comprendre un petit peu la formation du transport aérien américain, il faut bien se dire qu'il y a un système d'entreprise. On peut le critiquer, on peut dire que c'est très bien, il faut bien comprendre qu'en fait, à un certain degré, ça a marché et je vais vous donner quelques exemples de ça dans un moment. Il y a d'autres moments où ça n'a pas du tout marché, on est bien d'accord aussi. Mais pour, en ouvrant un petit peu les marchés, tout en décidant qu'on n'allait pas donner trop de subsides, le gouvernement américain, en fait, permet de nouvelles initiatives, tant du côté des compagnies aériennes que du côté, des constructeurs, ainsi qu'on va le voir. Que quand on parle du gouvernement des États-Unis, alors je dois juste expliquer un petit quelque chose pour, ceux qui ne sont pas familiers. Vous avez évidemment le gouvernement fédéral et ensuite vous avez les États et ensuite vous avez les municipalités
Et il y a toujours un petit peu une tension, qui va couvrir quoi? Par exemple, dans les subsides ou dans la construction de routes et cetera. Est-ce que ce sont des fonds fédéraux? Est-ce que ce sont des fonds d'État? Ou est-ce que ce sont carrément des fonds, de la cité, qui avec ses impôts locaux? Alors, cette transformation dans la poste aérienne, dans le transport aérien, va aussi se faire avec de nouveaux aéroports. Beaucoup de petites bourgades, notamment à partir de la fin des années 20, décident de se doter d'un petit aérodrome. Et ce genre d'aérodrome, à l'époque, bah, c'est très facile. Vous récupérez encore trois fermes, peut-être, voilà, vous les achetez, vous mettez un hangar, vous transformez carrément le, les tables en petits hangars pour petits avions. Vous n'avez pas besoin d'une piste en dur et hop, ça y est. Il faut juste suivre la réglementation, comme quoi il faut tout de même écrire qu'est-ce que c'est. Alors beaucoup d'aéroports, évidemment, écrivent notamment leur nom. Et c'est comme ça que ça commence à l'origine. Beaucoup de ces petits aérodromes vont ainsi pulluler un petit peu partout. Certains endroits, je vous donne l'exemple d'Atlanta évidemment, commencent un petit peu comme ça, mais en fait, se développent extrêmement rapidement, parce que les municipalités locales autour d'Atlanta y voient un avantage et les collectivités, notamment les hommes d'affaires, associés, y voient aussi un gros avantage. Mettre par exemple Atlanta sur la carte. Atlanta, c'est un petit peu, c'est encore une ville qui, dans les années 30, bah, ça fait à peu près 70 ans que la guerre, 80 ans pardon, que la guerre, civile s'est terminée. Atlanta était un des grands centres, du sud et Atlanta veut se remettre en place, s'industrialiser, avancer. Donc en fait, vous avez beaucoup d'aides qui arrivent et quand vous regardez ces 2 images, vous voyez évidemment le évidemment l'augmentation phénoménale de l'aérodrome d'Atlanta. Et vous voyez ça un petit peu partout ailleurs. Certaines villes se dotent même carrément de 2 voire 3 aérodromes. C'est notamment le cas de New York. Donc le fait qu'il y ait aussi une infrastructure, notamment, payée en partie par les collectivités locales, fait que vous avez aussi un développement, beaucoup plus rapide alors qu'en fait, au début des années 20, il y avait presque rien. En même temps, il faut compter sur des collectivités locales qui y voient un avantage. Donc c'est pour ça que vous aurez, par exemple, quand vous étudiez les aéroports américains, ça change du simple au double, au triple, et ça varie considérablement d'un État à l'autre, et d'un endroit dans l'État à un autre endroit. Vous pourriez carrément comparer, par exemple, certaines villes dans certains États, dans les mêmes États, et ce serait surprenant de voir qui s'y était intéressé, qui ne s'y était pas intéressé. Ajouter à cela évidemment que, certains États, décident, ils veulent avoir un aéroport pour leur capitale, ou d'autres disent: «Bah, on a une base militaire, on va le transformer ça en base aérienne». Donc il y a une grande complexité, mais en même temps un foisonnement et c'est ce qu'il faut retenir ici. Heu, Parlons un petit peu notamment de ce genre de choses. Alors les difficultés de navigation, j'en avais parlé tout à l'heure, je notais monsieur Jepsen. Faut savoir aussi que le gouvernement fédéral s'est tout de même occupé un petit peu de la chose, en mettant notamment, au point des balises directionnelles au sol, notamment pour les pilotes de courrier. Et on parle littéralement de mettre par exemple en place, alors vous voyez cet exemple, c'est un exemple qui reste encore dans l'Utah, d'une flèche directionnelle posée en béton sur le sol que les pilotes pouvaient voir depuis le ciel. Et c'est ainsi qu'il commence à y avoir en fait un petit peu plus de développement aussi sur le plan de la navigation qui permettent en fait d'éviter que trop de pilotes se perdent ou s'écrasent. Cela dit, les accidents continuent, il y en a beaucoup. C'est un petit peu comme en Europe, l'avion n'est pas toujours très sûr, pas toujours on n'est pas toujours très à l'aise. Donc au début des années 20, ce sont encore des avions convertis, des anciens avions militaires. Fin des années 20, vous avez toute une série d'avions qui existent, mais c'est pas encore vraiment l'idéal. Alors cette transition, du transport aérien, ben, on le voit aussi dans la façon dont les avions sont construits. Alors là, vous avez un Boeing 80. Regardez notamment, il manque le carénage de moteur. C'est pas qu'il manque, c'est qu'on n'a pas pensé que c'était nécessaire de le mettre. C'est là qu'il y a aussi, par exemple, un investissement de la part du gouvernement fédéral américain. Le gouvernement fédéral américain, crée quelque chose qui s'appelle le NACA, comité, pour l'aviation si vous voulez, mais comité sur le plan technique.
Et le NACA, par exemple, va s'occuper de traduire beaucoup de publications, françaises et allemandes en particulier, pour que les ingénieurs puissent se rattraper et donner ensuite une base technique aux gens qui s'occuperaient notamment d'améliorer l'aspect technique de l'aviation. Alors le NACA, dans les années 20 et 30 notamment, s'occupe de la question de l'aérodynamique et c'est là qu'il y a un progrès certain, heu et même, non seulement c'est un progrès certain, mais ça permet en fait aux Américains de commencer à rattraper et à dépasser les Européens, notamment en créant un carénage, qui soit complètement aérodynamique et le carénage tel qu'il est conçu est en fait sur la base des études de la NACA. L'avantage de la NACA, c'est qu'une fois qu'elle publie ses résultats sont gratuits. Il n'y a pas de patente, il n'y a pas de licence. Et c'est une façon, en fait, sans donner de subsides directs aux entreprises, auxquels les Américains en général dans le gouvernement rechignent, mais de faire en sorte d'aider l'industrie aéronautique sans toutefois ouvertement donner des sous. En même temps, on remarque une amélioration du service. Alors, je ne parle pas de compagnie aérienne en particulier, sauf à de rares exceptions, mais c'est vraiment dans les années 30 que l'on voit, cette idée de transport aérien en tant que tel, en tant que produit, qui commence à apparaître. Auparavant, c'est encore vraiment très aléatoire. Alors un des premiers exemples, sans trop s'attarder, c'est qu'il y a la première hôtesse, de l'air au monde, qui apparaît, Ellen Church, qui travaille pour United et qui en fait, elle avait réussi à obtenir sa licence de pilote. Elle pouvait pas être pilote, professionnelle. C'est quelque chose que, bah, en fait, avait été interdit dès 1919, par convention internationale, que les femmes ne pourraient pas participer dans le cockpit. Mais elle est tout de même engagée comme hôtesse de l'air et elle est aussi formée, il faut bien le dire, non seulement en tant que pilote, mais elle est infirmière de formation et c'est ce que les compagnies aériennes, recherchent. C'est quelqu'un qui soit en fait, capable d'aider les passagers quand ils se sentent pas bien, c'était très courant, ou quand ils sont vraiment pas rassurés parce que le moteur fait des bruits bizarres et cetera et cetera. Donc vous avez le début de cet accompagnement. Avant, il y avait des hommes, il y en a toujours, mais c'est quelque chose aussi où on se dit: On va mettre une femme parce que, elle est infirmière, elle est gentille ou parfois elle est jolie» et cetera et cetera. Donc, brusquement, vous avez le développement de ce nouvel aspect du produit du vol aérien, c'est-à-dire l'accompagnement, une hôtesse. Bon, il faut bien se dire que pour l'instant, on ne sert pas vraiment de grand-chose à manger, hein. C'est beaucoup plus courant, notamment aux États-Unis, de faire, c'est plus rapide pour les compagnies aériennes, de faire un petit saut de puce. Alors, par exemple, Saint-Louis-Chicago, on en parlait tout à l'heure, et ben, quand il commence à y avoir des passagers, on part de Chicago, on va à Saint-Louis, les passagers qui descendent à Saint-Louis descendent, les autres montent, mais entre-temps, ceux qui doivent poursuivre ailleurs, eh ben, ils descendent, ils vont au restaurant, de l'aérogare. On leur passe un thermos de café, un sandwich, on leur donne des cigarettes évidemment, et puis, peut-être un petit coup à boire. Quoique non, pas pour l'instant parce que c'est la prohibition, donc on peut pas boire, dans les avions américains, en tout cas à l'époque. Hem, et c'est ainsi que mais l'hôtesse simplement surveille pour être sûr que tout va bien. Cette amélioration du service cependant va continuer de se faire, notamment avec l'aide des hôtesses de l'air. Il y a aussi une amélioration, qui se fait disons à partir de 35-36. On commence à voir de plus en plus de ça. Alors le service aérien se développe comme en Europe, comme étant un service qui est en fait de haute classe et qu'est-ce que c'est haute classe? Cette haute classe? Et ben, c'est en fait, c'est d'aller vite. Donc l'idée de pouvoir faire, par exemple un New York-Los Angeles, de nos jours, ça prend entre 4 et 5 heures. Bah, de pouvoir le faire, en à peu près 12 heures, 15 heures, au lieu des 3 à 5 jours que prendrait le train, bah, c'est quelque chose évidemment qui prime. On vend la vitesse, surtout. Mais une fois qu'on vend la vitesse, il faudrait peut-être rajouter deux trois choses pour faire joli. Donc les gens s'habillent bien et évidemment, il y a un service très correct qui est proposé à bord. Bon, il faut bien se dire que ce service très correct, il dépend aussi, par exemple, des conditions météorologiques. Quand on vole pas en altitude, on a un petit problème. Souvent, c'est pas facile de pouvoir, boire son thé et manger ses toasts. Mais enfin, cette expérience, cette amélioration de l'expérience, est aussi un trait de la compétition qui existe entre les différentes compagnies aériennes.
Une concurrence certaine s'instaure, avec notamment promesse de couchettes, de sièges plus confortables, moins de bruit, et cetera, et cetera. Alors quand ces compagnies aériennes commencent à faire se faire concurrence de cette façon-là, évidemment, il y a aussi, pour le produit lui-même, il y a aussi l'avion. Alors l'avion lui-même, il y a une évolution certaine. Je vous montre 2-3 exemples comme ça. Alors d'abord, vous avez bon, le Ford Trimotor, c'était un des premiers avions construits entièrement en métal. C'est pas le premier, hein. Il faut bien dire que les Allemands, en fait, sont les grands pionniers avec le Junkers, le tout premier petit Junkers. Vous en aviez un exemplaire tout à l'heure, version américaine, avec au début de l'ouverture des routes. Mais Ford essaye cette version. C'est un avion très très lent. Vous pouvez encore en voir un ou deux aux États-Unis, soit dans les musées évidemment, soit dans les shows aériens. Euh, Assez bruyant, mais bon, l'idée de solidité déjà commence à primer. Et à l'époque, on utilise notamment un peu ce métal ondulé, beaucoup d'aluminium, mais ça permet en fait de tenir l'air un peu mieux, mais il n'y a pas encore, par exemple, la résolution du carénage, des problèmes qui existent comme ça. Alors, que vont faire les constructeurs américains disons, sauver la mise, par arriver après le Ford Trimotor? Alors, il y a bien d'autres exemples, évidemment. Beaucoup de gens achètent un peu de tout. On achète en France, on achète en Allemagne, on achète notamment des Fokker dans les années 20, mais il n'y a pas vraiment de développement itinérant qui impressionne les Américains à l'époque, dans les années 20. Ils cherchent, c'est pas l'idée d'acheter américain automatiquement. Ils cherchent vraiment ce qu'il y a de mieux et ils ne trouvent pas. Il faut bien dire que, par exemple, l'industrie aéronautique française, dans les années 20, bah, elle va pas très bien. Il n'y a pas vraiment d'innovation remarquable. Les Allemands s'y mettent, mais évidemment, à partir des années 30, avec les résultats que l'on sait, c'est un peu plus difficile. Alors, c'est là qu'on peut vraiment parler d'innovation américaine, il faut le dire, tout simplement. Notamment à partir de 1933, Boeing met en place cet avion, c'est le Boeing 247. C'est un des grands pionniers de transport aérien, bimoteur, et vous voyez notamment ce nouveau fameux carénage qui a été mis en place pour le rendre plus aérodynamique, donc plus efficace. Et c'est quelque chose de remarquable. Cet avion est assez rapide, il contient beaucoup d'innovations particulières, cabine chauffée, tout est fermé, le pilote notamment n'est plus à l'extérieur, et les passagers, en principe, ont beaucoup de confort. En fait, c'est un avion qui a un petit problème. Alors, il y a deux problèmes ou trois, disons. Le premier, c'est qu'il n'est pas encore pressurisé. Il n'y aura pas d'avion pressurisé jusqu'au début des années 40. On comprend l'idée, le concept, mais c'est quand même quelque chose de très difficile à résoudre à l'époque. La seconde chose, c'est qu'en fait, c'est un avion assez étroit à l'intérieur, et peu confortable. Et la troisième chose, c'est que Boeing construit ça pour sa propre compagnie. Alors à l'époque, j'en ai parlé tout à l'heure, il y avait eu cette obligation à partir de 34 de séparer les constructeurs d'avions de leur compagnie aérienne, mais il y a quand même certaines clauses d'exclusivité. Alors par exemple, quand Boeing en 1933 propose le Boeing 247, alors il y a certaines compagnies, notamment Western Airways, qui disent bah, nous on en voudrait aussi. Et brusquement, une clause d'exclusivité est mise en place et on dit à Western Airways ah bah vous pouvez pas l'avoir. Faudra attendre. C'est quelque chose qui peut arriver. L'idée pour une compagnie aérienne d'être la première à avoir un certain type d'avion, c'est beaucoup moins important de nos jours. Mais à l'époque, c'était une façon aussi, de nouveau, de présenter le produit aux passagers en disant: nous avons l'avion le plus moderne, le plus beau». Alors, c'est un peu la tragédie du Boeing 247, c'est un manque d'innovation ou d'amélioration une fois que l'avion est sorti, mais aussi le fait qu'il y a une exclusivité et du coup, environ 75 seront construits et pas plus. Mais c'est un grand pionnier. Alors, que va faire, par exemple, que vont faire certaines compagnies comme, Western Airways, comme, Future TWA, et cetera, et cetera? Eh ben, on va voir chez la concurrence et si Boeing ne peut pas proposer ça, et ben, peut-être que la compagnie Douglas, de nos jours faisant partie de Boeing, mais pas à l'époque. À l'époque, c'est une grande compétition, Douglas en Californie, à Long Beach. Que peuvent-ils proposer? Alors, Douglas, à l'origine, propose le DC-1, c'est un prototype qui sera en fait tout de suite remplacé, il n'y en a qu'un seul construit, par le DC-2, que vous voyez à gauche,
qui est plus petit, que, le DC-3, mais comparable au Boeing 247. La cabine notamment est assez étroite et ce qui intéresserait les compagnies aériennes, c'est d'avoir une cabine un petit peu plus large, qu'on puisse par exemple mettre, si jamais, des sièges couchettes, si on voulait essayer de faire quelque chose de confortable. Puis aussi quelque chose quand même qui est solide, qui est costaud, qui marche quoi. Qui pardonne un peu les erreurs des pilotes, mais qui a des moteurs, tout à fait, corrects et surtout, moins bruyants si possible. C'est ainsi que naît le légendaire DC-3. Et toute une anecdote à ce sujet, notamment une anecdote particulière concernant un télégramme, passant commande notamment de l'avion. C'est l'avion qui, en son temps, aura été le plus vendu au monde, plus de 10 000 exemplaires. Il faut bien le dire qu'évidemment, c'est quelque chose qui est dû en partie à la Seconde Guerre mondiale, parce que le DC-3 deviendra notamment le C-47 pour l'armée américaine ou le R-4 pour la marine américaine, et évidemment sera décliné en de multiples versions. Et ce que vous voyez là, à droite, et ben, après la guerre, avec tout le surplus américain qui reste, et ben, c'est ce qui va en fait former le fer de lance des compagnies aériennes européennes. On cherche tout de suite à se rattraper. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on récupère du vieux matériel allemand? Oui, on peut le faire. Est-ce qu'on récupère du matériel de sa propre industrie? Oui, on peut le faire. Mais pourquoi tout de suite le faire? On a déjà des DC-3 qui marchent très bien, se sont prouvés. Et donc, ce n'est pas courant c'est tout à fait courant plutôt de voir en Europe des dizaines, en fait pas des dizaines, des centaines de DC-3 en service dans les années 50, jusque dans les années 60. Dans les années 60, ils ne sont plus tellement utilisés pour les passagers, mais ils sont utilisés pour la formation des pilotes. Donc vous avez en fait évidemment la grande histoire, le grand success story qui existe notamment avec le Douglas DC-1, DC-2, DC-3. En parallèle à ces développements, qui sont tout à fait le résultat de concurrence entre constructeurs et entre compagnies aériennes et qui, en fait, permettent vraiment une amélioration certaine du confort, mais aussi de la technique aéronautique. Vous avez évidemment la tension au sujet de comment voler au-dessus de l'océan. Alors, ça pourrait être un sujet peut-être sur l'histoire des vols aériens transatlantiques, mais l'Atlantique devient en fait à partir non seulement à cause des exploits de Lindbergh et d'autres, mais, à cause du potentiel, politique et économique, c'est la grande bataille, pour les compagnies aériennes. Alors, dans les années 30, pas question de traverser l'Atlantique encore. C'est quelque chose d'absolument impossible. On prend le bateau, c'est plus sûr. Est-ce qu'on pourrait envoyer le courrier? Oui, il y a la fameuse histoire du courrier, tant sur l'Atlantique Sud, mais aussi sur l'Atlantique Nord. Sur l'Atlantique Nord, une concurrence existe, pardon, entre les dirigeables et les hydravions. Les hydravions semblent le plus sûr parce que si votre moteur claque, au moins vous pouvez tenir dans l'eau quelques heures, voire quelques jours. En tout cas, c'est la théorie. Si on avait des avions qui seraient, disons, comme un DC-3, ça serait beaucoup plus difficile. Donc les compagnies s'orientent dans les années 30, à partir du milieu des années 30, su sur le développement d'hydravions et non d'avions à terre. Les compagnies aériennes américaines, effectivement, insistent sur cela. Une des grandes compagnies américaines qui va vraiment se concentrer sur l'hydravion dans les années 30, ce sera la Pan Am. Et à partir de la fin des années 30, vous avez notamment un nouveau modèle Boeing, le Boeing 314, qui sera en fait, à bien des égards, l'avion le plus efficace pour la traversée de l'Atlantique. Hem, il est plus efficace en fait que beaucoup de projets, français ou allemands. Les Français ont notamment le lieutenant de vaisseau Paris, qui est un énorme latécoère, 521. Il fonctionne, mais c'est plus à l'état de prototype. Vous avez aussi, plusieurs autres grands projets qui sont mis en place, notamment par les Anglais, des hexamoteurs, des avions à 6 moteurs. Tout cela sera interrompu par la guerre. En revanche, le Boeing vole déjà. Et en fait, ce Boeing 314 sera utilisé pour les vols transatlantiques réguliers, militaires, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on arrive à ce point où le dirigeable évidemment est déclassé, notamment à cause de l'accident du Hindenburg, mais l'hydravion continue. À cela près que, en à la fin des années 30, la Lufthansa réussit un vol, c'est un vol, test, c'est pas un vol, régulier, entre, l'Allemagne et les États-Unis avec un Focke-Wulf 200
qui est un quadrimoteur, mais un quadrimoteur qui se pose sur la Terre, qui atterrit. Donc, il y a déjà en fait les débuts de la fin des grands hydravions. Comment est-ce que cela se traduit-il, vers 1940? Alors en 1940, en fait, évidemment, l'Europe est en guerre, les États-Unis pas encore, mais ça ne va peut-être pas tarder. Mais la grosse différence, évidemment, dans la Seconde Guerre mondiale, c'est que, les États-Unis, bien qu'attaqués en 41 sur leur propre territoire, ne font pas l'expérience d'occupation directe, de destruction directe, dans la plupart du territoire américain. Et c'est ce qui va permettre en fait, une continuation du développement de l'aviation. Alors, juste donner 2 exemples pour conclure. À partir de 1940-41, en fait, il y a notamment 2 nouveaux avions quadrimoteurs qui sont pressentis, qui sont prévus, ce ne sont pas des hydravions, ce sont des avions normaux de transport, mais en raison des risques de guerre à partir de 1940, évidemment confirmés en 41, ces avions ne seront pas, ne verront pas de tenue civile tout de suite. En fait, ils reçoivent tout de suite un numéro militaire. Alors, celui de gauche, c'est le C-54 et celui d'en haut que vous voyez là, c'est le C-69. Ce sont des avions à l'origine prévus pour le transport civil, mais qui deviennent tout de suite des transports militaires. Plus gros que le DC-3, lui qui est le C-47. Ces C-54 et C-69, en fait, seront d'autres fers de lance, mais pour les longues distances, à partir de 1945. Ils ne sont pas pressurisés pour l'instant, mais ils deviendront respectivement le Douglas DC-4 et le Constellation. Et tous les deux seront améliorés à leur façon. Le DC-4, en fait, sera plus tard déclassé parce qu'il ne pouvait pas voler pressurisé, sera remplacé par le DC-6 et DC-7, des gros succès de par le monde. Beaucoup de compagnies européennes le commandent d'ailleurs. Et le Constellation sera constamment amélioré et rallongé. Air France notamment utilisera, comme la TWA, le Lockheed 1649. À l'origine, c'était le modèle 749. 1649, super rallongement à la fin des années 50, juste avant l'arrivée des jets. Donc si l'on conclut aujourd'hui notre petit examen des compagnies aériennes américaines, du transport aérien américain, on voit qu'il y a en fait un succès phénoménal sur moins de 20 ans, pour ainsi dire. C'est-à-dire arrivant en retard et une combinaison d'une petite aide gouvernementale, pas énorme, notamment avec le courrier, et ensuite passant plus tard aux autres, aux nouveaux développements, notamment techniques. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir. Cette vidéo est à présent terminée. N'oubliez pas de la liker pour remercier l'intervenant, de vous abonner pour être prévenu des prochaines vidéos et de la partager sur les réseaux sociaux. À bientôt!